Moi je m'appelle Axel, je suis un des auteurs et le comédien de Et tout le monde s'en fout. Et voilà, Et tout le monde s'en fout, c'est une web série sur Internet. Vous connaissez Internet? Ouais, Ouais. ouais. Et voilà, et avec mes deux comparses là, sur Internet. Tiens, vas-y, Ok, toi, dis des trucs. et bah moi je suis Marc, et donc voilà, je suis auteur et journaliste aussi dans l'équipe Et tout le monde s'en fout, et je fais partie des 3 auteurs et créateurs de la série, avec Fabrice qui est là et qui galère avec son micro, mais qui va arriver. Et donc ça fait depuis début 2017 qu'on fait cette série. Elle commence sa 4e saison là ce mois de juin. Et ça parle d'une manière générale, pour ceux qui connaissent pas trop, de la dissonance cognitive et de toutes les choses qu'on va cacher derrière les œillères. Ça va traiter de questions de genre, de questions d'environnement, de transformation sociale, de choses comme ça. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre chaîne YouTube. Et, Fabrice et Marc, vous êtes dans la même pièce En vrai Non. ou dans le jeu En vrai, là, maintenant tout de suite. Fabrice non, dit non. qu'il nous entend pas, c'est très bizarre. Je suis en train de régler le problème. J'essaie de D'accord. trouver. Bon, Et ok ouais. messieurs, du coup la chaîne a été lancée le 22 janvier 2017. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans une histoire, c'est déjà la rencontre enfin, est-ce qu'il y a une histoire d'amitié derrière cette chaîne-là, ou est-ce que ça a été le fruit du hasard? Et le deuxième point, c'est pourquoi avoir lancé une chaîne de ce type? Alors, à la base, donc Fabrice et Marc sont frangins, donc on est sur quelque chose d'un peu plus, un peu plus compliqué que de l'amitié. Ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode, je l'ai fait avec Fabrice un dimanche parce qu'on se faisait chier. Et on n'avait plus de projet. En fait, Fabrice et moi, à la base, on était concurrents. On était tous les deux réalisateurs et on bossait avec un producteur en commun. Et première fois que j'ai vu le court-métrage de Fabrice, j'ai dit à mon producteur, bah, super, tu prends un mec qui fait la même chose que moi, on va se mettre sur la gueule, c'est complètement débile. Et donc, au lieu de se mettre sur la gueule, vu que de toute façon on n'est pas très costaud, on a décidé de devenir très amis. Et au bout d'un moment, on n'avait plus de projet parce que ce producteur a dû arrêter son activité. Et donc, on était comme des cons, parce qu'on avait plein de trucs à l'horizon, rien de très concret, mais on avait des idées de projet. Et du coup, moi, j'avais commencé YouTube, je sais pas, quelques mois auparavant avec un autre pote, alors quelque chose de complètement différent, qui n'avait pas vraiment marché, mais en tout cas, j'avais vu un peu ce que c'était que l'univers de YouTube, parce que moi, je suis pas du tout un consommateur, faut savoir, à la base. Je suis un imposteur total en termes de culture YouTube. Et donc, j'ai dit à Fabrice, bah, vas-y, on n'a qu'à faire ça. Et donc le premier épisode c'était les femmes qui a eu beaucoup de succès et là on s'est dit merde, il va falloir qu'on en fasse d'autres et donc on a été chercher Marc à la rescousse parce que Fabrice m'a dit ok, si on veut tenir sur la durée ce projet avec ce genre de sujet et tout, la seule personne au monde qui puisse nous aider à faire ça c'est Marc. De par ses connaissances, sa culture, ses ambitions, enfin, tout collait quoi. Et donc Marc est venu nous prêter son cerveau et nous abreuver de son savoir. Et du coup, Très, depuis, très on est rapidement, tous les ça s'est trois fait. très impliqués émotionnellement et amicalement dans ce projet. Et voilà, et ça a énormément changé nos vies, hein, très clairement. Bah ouais, moi à l'époque, en fait, quand ils m'ont appelé, j'étais journaliste politique au Figaro. Donc, faut dire que ça a fait une énorme bascule existentielle, et que j'ai vu dans ce projet l'opportunité finalement de créer une sorte de mini-média, hein, parce que finalement le travail que j'y fais est pas complètement différent. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est devenu à tous notre métier principal, qui est une chance sur YouTube, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est devenu assez difficile de vivre de cette activité. Oui, absolument. Et c'était quoi ta Concrète. deuxième question? Ouais, c'était pourquoi de créer cette chaîne-là? Quelles idées vous mettiez derrière? Est-ce qu'il y avait déjà une vision à moyen long terme? Ou est-ce que vous étiez en France? C'est un sujet sur les femmes, ça me parle. Et comment est-ce que, enfin, et après, advienne que pourra, entre guillemets. Comme je te dis, on l'a vraiment fait sans aucune.
je vais pas dire ambition parce que c'est un peu hypocrite. Quand tu fais un truc et que tu le mets en ligne, tu as envie que ça marche, mais jamais on n'aurait imaginé que ça aurait cet impact-là. Donc, non, nous dans la tête, on s'était dit, on en fera un de temps en temps pour se faire plaisir, tu vois. Et en fait, donc très très vite, on s'est cadré. On a été chercher Christophe, notre producteur, en disant voilà, on a fait ça. Est-ce que tu peux nous aider à en faire quelque chose? Lui non plus, pareil, Christophe n'était pas du tout un consommateur de YouTube. Finalement, le seul vraiment qui connaissait un peu cet univers, c'était toi, Marc. Ouais, c'est ça. Euh, Moi, j'ai commencé par le journalisme vidéo et j'ai développé 2 pôles vidéo, ce qui fait que j'avais pas mal le nez dedans. Même un peu un rêve d'étudiant, il faut dire. Et donc on a été chercher Christophe pour faire la prod, on a été chercher Thomas, notre community manager, pour gérer tout ce qui était les réseaux, parce que c'est un métier de gérer cet univers internet. Donc et voilà, petit à petit, on s'est construit comme ça une équipe et on a réussi pas mal à rebondir et à rattraper la balle au vol, je crois, hein, finalement. Parce que, je me rappelle Marc, quand on l'a appelé, il nous a dit les gars. Là, vous êtes comme dans Mario Bros, vous venez de choper une étoile, et donc vous clignotez pendant quelques secondes, et maintenant il faut savoir ce que vous allez faire avec. Et donc, c'était ça aurait pu être un succès éphémère avec un seul épisode qui marche, et puis on aurait pu ne pas savoir rebondir, mais finalement, en misant sur l'intelligence collective, on a réussi à faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, et puis notre idée, ça a été d'essayer de croiser nos savoir-faire différents pour faire passer des messages qui nous semblent constructifs. Effectivement, on a choisi de commencer par les femmes. Enfin, Fabrice et Axel ont commencé par les femmes, parce que c'est un des plus gros scandales de l'histoire de l'humanité, quoi. La manière dont les hommes traitent les femmes et les conséquences du patriarcat aujourd'hui. Et du coup, après, assez logiquement, on a tiré le fil et sont venus comme ça tout un tas de constats, de choses qui nous énervent, sur lesquelles on se dit mais c'est insupportable que tout le monde s'en foute, quoi. Ou bah voilà, on a fait cette espèce de série coup de pied dans la fourmilière pour essayer de secouer les choses. Messieurs, on avait une question un peu pas hors cadre, mais chaque année, en fait, au niveau des Geekfest, on met en place des thématiques et cette année, on est sur les années 90. Alors, j'ai un peu vu vos années de naissance, on n'est pas très très loin. Les années 90 chez vous, est-ce que c'est fondateur? C'est une décennie qui a été vécue comment? Alors, oui, évidemment, c'est hyper fondateur. C'est tout ce qui nous a pétri en imaginaire. Nous, on est tous les trois des gros fans de cinéma déjà, et le cinéma de cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui ont alimenté notre imaginaire. Ensuite, la série Et tout le monde s'en fout aussi, elle est porteuse un petit peu de cette grosse gifle que se sont pris tous les gens qui sont nés dans les années 70, 80, 90 et qui avaient un monde en open bar, une espèce de promesse comme ça, de la croissance à tous les niveaux, de la jouissance, la consommation, sans trop réfléchir. Et puis on s'est pris, à partir des années 90 et surtout des années 2000, une grosse gifle qui nous amène au monde d'aujourd'hui, qui n'a plus du tout les mêmes paramètres. Donc évidemment, oui, on est complètement impacté par ça, et la série, elle est, je pense, assez marquée par cet esprit, ouais. Mais d'ailleurs, on se dit souvent qu'on est des vieux youtubeurs, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, on a tous la trentaine passée, voire plus. Et, et ce qui est fou, c'est de voir que notre public, on a vraiment tous les âges, quoi. Et donc, ça, c'est un truc qui m'étonne et qui me fait beaucoup de bien de savoir que on est multigénérationnel. Et peut-être que le fait qu'on soit ces deux générations, c'est vrai qu'on est né 70 et 80, fait que, ouais, on a eu une vision, on a eu une espèce comment dire, de mirage d'un avenir cool. Et là, de plus on avance et plus on voit le mur arriver très vite dans notre gueule, quoi. Donc, toujours évident. Mais tu vois, le fait d'avoir fait Tout le monde s'en fout, c'est un moyen de rebondir et de pas être dans la sidération en fait, on nous a menti, parce que les nouvelles générations, elles naissent avec ces paramètres-là de fin du monde, entre guillemets. Et c'est vrai que nous, on a connu le monde sans Internet, quand même, quoi. Téléphone Et ça, portable, c'est etc. ouf. Bien sûr. Ouais, grave. Ouais,
on fait partie du monde d'avant, c'est rigolo, hein. On Oui, commence ouais, à ouais. être, on est pourtant pas très âgé en chiffres, mais les Non, choses non, mais s'accélérant très vite, on commence déjà à être old school parfois, oui. et j'arrive pas à me dire est-ce que c'était mieux avant, c'est toujours cette phrase. Est-ce que c'était plus authentique de ne pas avoir tous les réseaux sociaux et tout ça en termes de contact humain? Je sais pas, j'arrive pas à avoir de réponse là-dessus. Toujours Oui, pareil, c'est les outils, non, faut pas les blâmer les outils, mais on n'aurait pas pu faire, ce qu'on fait aujourd'hui. non, c'est sûr, c'est clair. Oh, mais moi, des fois, je me dis, quand j'étais avec mes potes au lycée, à la fac, on faisait des courts-métrages avec des caméras énormes et tout. Et aujourd'hui, t'as TikTok. Moi, je découvre TikTok depuis le confinement. Alors, il y a beaucoup de trucs achetés, mais il y a des fois des petites perles géniales. Et en termes de. Moi, je me dis, j'aurais eu ça à mon époque. Est-ce que ma carrière serait allée plus vite? C'est une vraie question. Je crois que Fabrice, tu es dans un aspirateur. Oui. Fabrice? De R2D2, Fabrice. Là. Messieurs, vous savez que normalement c'était Jonas qui devait plus ou moins, entre guillemets, change. Bon, malheureusement, il n'est pas très très en forme. On est Oui, un peu sous on a l'égide appris du que coup. ça allait pas très bien. Et donc on va, enfin, je sais qu'en France on a beaucoup de mal à parler de l'argent et d'entrepreneuriat, mais bon, sans argent pour moi c'est une énergie, c'est ce qui permet de développer des très beaux projets comme les vôtres. Moi je voulais savoir justement comment est-ce que vous étiez organisé, quel était le rôle de Tipeee et aujourd'hui vous arrivez à en vivre tout simplement décemment. Oh, Moi, oui, depuis le mois de septembre, grâce tout simplement au spectacle. Parce qu'on fait aussi, voilà, depuis le mois de septembre, je suis sur scène. Enfin, j'étais sur scène avant que tout ce merdier nous pousse à faire des trucs virtuels. Et du coup, ouais, depuis 3 ans, on a survécu, hein, clairement. On a tous quitté nos tafs respectifs pour ne faire plus que ça. Bon, moi j'avais pas de, moi j'étais indépendant, je gagnais ma vie avec le montage vidéo, mais je gagnais beaucoup mieux ma vie avant, hein, très clairement. Mais ce que je faisais avait beaucoup moins de sens, donc j'étais moins heureux, donc c'est pas du tout un problème. Donc on a survécu, notamment grâce à Tipeee. Ouais, c'est vrai que Tipeee nous a aidé à tourner sans perdre d'argent, parce qu'il y a cette idée-là. Évidemment, les premiers épisodes, Tel oui. fait un peu le principe de Tipeee. Oui, alors Tipeee, l'idée c'est que c'est un genre de crowdfunding, donc, sauf que c'est participatif tous les mois. C'est-à-dire que tu as une communauté qui décide de donner une somme d'argent tous les mois pour un projet. Et nous, grâce à ça, ouais, on a réussi à louer du matos. avoir un peu de Et stabilité, quoi. c'est à payer les gens aussi qui viennent travailler avec nous, parce que mine de rien, on est une espèce de paquebot en termes de tournage, parce nous on vient du cinéma en fait, donc on s'est dit ok, on va appliquer ce qu'on sait faire aux tournages qui sont destinés à des plateformes internet, et donc c'est une grosse machine les tournages des Tout le monde s'en fout par rapport à ce que devrait être un tournage, à l'image qu'on a d'une vidéo YouTube. Après, en termes de tournage de classique, une petite barque avec des petites rames, tu vois. Donc on est pile poil entre deux. Et, euh, et donc entre ça et le financement du CNC qu'on a eu les 2 premières années, ouais, on a réussi à payer nos loyers, à manger, pas tout le temps, mais mais là depuis plusieurs mois en tout cas, notamment grâce au spectacle, en tout cas pour moi, je sors la tête de l'eau là et ça fait du bien. Alors, pour mettre les pieds dans le plein, sur la question de est-ce qu'on peut vivre décemment? Heu, à titre personnel, sur le bilan de l'existence de Et tout le monde s'en fout, c'est comme, créer une entreprise vraiment, hein, comme créer sa PME et en fait, donc ça prend, 2-3 ans pour commencer à être viable et donc c'est un processus long. Il faut pas croire aujourd'hui que, par exemple, ce qu'on appelle la YouTube money, l'argent de la pub et compagnie, ça permette de bouffer, en fait, pas du tout. Nous d'ailleurs, au début, on a choisi, pendant l'essentiel de notre existence, de pas activer la publicité. On a été obligé malheureusement de le faire, pas pour des raisons financières, mais pour des raisons de visibilité.
parce qu'avec l'émergence de YouTube Premium, en fait, YouTube commence à invisibiliser les contenus qui mettent pas de publicité avant, parce que ça ne les arrange pas pour des raisons commerciales évidentes. Et bref, du coup, on a dû quand même composer une espèce d'architecture assez complexe, et tout de suite, on s'est doté d'un producteur d'ailleurs pour faire ça. Et on a travaillé en fait à développer des activités autour de Et tout le monde s'en fout aussi, à faire ce qu'on appelle des épisodes de commande, donc qui sont pas des placements de produits pour des marques classiques, mais aider, accompagner, on va dire des institutions, des ONG ou des causes qui font sens par rapport à notre ligne éditoriale, et pour en parler dans nos sujets. Ça a été, c'est toujours d'ailleurs un moyen de financement. On a aussi, du coup, des interventions de terrain. Moi, par exemple, j'organise des débats, j'anime des débats sur la transition écologique, j'interviens dans des écoles, on fait de la formation aussi. On a tout un tas d'activités comme ça qu'on a dû développer autour pour pouvoir payer nos loyers et bouffer. Et surtout, ce qui a changé la donne pour nous là sur cette dernière saison, c'est le crowdfunding qu'on a fait, qui a très très bien marché. On a eu de la chance, et merci à tous ceux qui nous ont soutenus grâce à Ulule, quoi. Là, ça va nous permettre d'avoir 1 an et demi de visibilité. On a une saison qui est préfinancée. C'est la première fois depuis le début de Et tout le monde s'en fout qu'on a une visibilité comme ça et une stabilité comme ça sur une aussi longue période, quoi. Mais on navigue à vue, quoi, tu vois, on a du brouillard devant et fait ok, c'est tout droit, et puis on voit ce qui se passe, quoi. On rationne, on nourrit l'équipage comme on peut. Enfin, Ça allait être ma question, c'est- Axel, c'était de se dire, et c'est quoi la suite? Parce qu'on est dans le être et duré, enfin, il y a quand même une forme de précarité. Moi, je voulais vraiment aussi que fantasme youtubeur égale gros cash price, Ferrari et tout ce qui s'ensuit. Bien au contraire, c'est la très grande majorité lutte au oui, intéressant. Donc la suite pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a déjà, Axel, tu parlais de la scène, mais enfin, est-ce que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain en fait? oui, enfin, en tout cas, moi, je pars avec l'idée que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Après, dans mon parcours personnel et professionnel, je n'ai jamais misé sur la sécurité à long terme. C'est-à-dire que moi, dès le début, je me suis dit, ok, mon but, c'est de faire des films et de raconter des histoires. Donc, j'ai choisi le métier de monteur en me disant, ben, comme ça me permettrait de bouffer et d'avoir du temps pour faire mes projets. Donc, moi de base, je suis pas stressé par l'avenir, donc et par l'argent, tout ça, parce que j'ai toujours navigué à vue. Donc ça me change pas des masses. Pour ce qui est de notre avenir à nous, effectivement, d'avoir là 1 an, voire 2 de visibilité, pour moi, j'ai l'impression que c'est c'est toute la vie, tu vois. Donc c'est pas un facteur de stress en tout cas. Euh, mais la scène va reprendre normalement, j'espère, si tout va bien, à partir de septembre, parce que enfin, le spectacle a été vraiment coupé en plein milieu de la montée, quoi. On devait faire des super salles, on devait faire l'Européen à Paris, je devais refaire une tournée dans le sud, etc., etc. Ça me fout un peu les boules, mais a priori, ça va repartir, hein. Puis il y a au moins le spectacle pendant, si tout se passe bien, si tout continue comme c'était parti, parce qu'on a fait guichet fermé là jusqu'ici pendant 6 mois, quoi. Donc c'est au moins 2 ans, je pense, le spectacle. Donc on a la série qui va continuer pendant aussi 2 ans, on a une nouvelle saison, c'est-à-dire 20 épisodes qui seront diffusés. On a décidé là, à partir de cette saison de ne diffuser que tous les mois et pas tous les 15 jours. D'accord, ok. Ouais, ça c'est une grosse décision qu'on a prise aussi par rapport à ce qu'on a vu de ce qui se passait, parce que, comme tu disais Marc tout à l'heure, tout va très vite. Et donc ça fait que 3 ans qu'on existe, mais du coup c'est vieux sur YouTube. Voilà, on est déjà dans le paysage, et on le voit au niveau des chiffres, les gens ne consomment plus, on n'est plus la petite nouveauté en fait, donc on n'est plus consommé de la même manière. Et d'ailleurs, on se remet toujours en question, quand on voit les chiffres, tu es toujours à te dire, ok, c'est quoi les causes, c'est quoi les paramètres, et à chaque fois on se dit, mais en fait, on contrôle rien. On essaye d'ajuster le truc au fur et à mesure, mais ça, pareil, c'est pas évident, sans tout remettre des fois en question, en disant, ok, en fait, on s'est planté, mais non, enfin, tout n'est pas de notre responsabilité. Donc on aimerait aussi, pourquoi est-ce qu'on a décidé de passer à comment dire, une diffusion mensuelle? C'est parce que notre idée, c'est de créer de nouveaux contenus, une nouvelle série
et d'alterner en fait, d'avoir de quoi sortir une vidéo tous les 15 jours, mais d'avoir quelque chose de nouveau, quoi. Parce que même nous, on a envie de. Enfin, moi, vraiment, j'adore ce personnage, hein, mais j'aimerais jouer autre chose, quoi. Même écrire autre chose, enfin, avoir un peu de nouveauté, parce qu'il faut s'abreuver aussi de nouveaux challenges pour garder du plaisir et garder de la motivation, vu que tout ça n'est pas du tout fiable financièrement. S'il n'y a pas de plaisir et de motivation, on va mourir, quoi. Exactement. Ah, Ah, bonjour! Mais j'entends que toi en fait. bah C'est nous très on bizarre. t'entend. Ok. T'entends pas, Marc? Je demandais qui. Non, j'entends une syllabe sur deux. Ok. C'est chelou. Mais Et Tu veux dire des trucs? Ouais. sur la question du futur rapidement. Merdé. Ah bah vas-y Fabrice peut-être hein, si tu veux parler. Mais je sais même pas quelle est la question, donc continuez La, sans la moi, que- je suis en train de me démerder. Ok, ça marche. Du coup, sur la question de quoi faire après, en fait, et tout le monde s'en fout, dès le début, on s'est dit que c'était un projet aussi qui aurait une fin, parce que c'est plutôt sain dans ce genre de projet de pas avancer justement en étalant la patte excessivement. Et du coup, pour l'instant, on voit qu'on a un potentiel, on a entre guillemets mis la main sur un filon et on essaye de le faire fructifier au maximum. Donc, comme Axel disait, on est allé sur scène, on a fait 2 bouquins et il y a un jeu qui va sortir aussi bientôt. Et on a aussi d'autres projets pour essayer de développer un peu la dimension de transformation sociale de Et tout le monde s'en fout, en poussant un petit peu cette touche d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Et donc ça, on pas trop dévoilé encore, mais il y a un potentiel gros projet qui va accompagner aussi toute l'année là, qui va se dérouler, où on espère obtenir les financements pour pouvoir faire un gros projet autour de l'esprit critique, quoi. Oui. Moi, messieurs, je voulais qu'on s'intéresse aussi un peu à toute la partie justement créativité, conception. On a à la fois des frères, on a des amis, on a un trio, ce qui est jamais simple aussi dans le travail et dans la vie au quotidien. Comment est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord? Quel est le process sur les thématiques choisies, sur l'écriture? Est-ce que du coup vous allez vous appuyer sur les qualités? Est-ce qu'il y a un leader qui sort là-dessus? Comment est-ce que vous arrivez justement à créer une harmonie et puis à avancer ensemble? C'est moi qui prends toutes les décisions, et en fait, lui. C'est ça, là, en fait, il nous surveille, c'est pour ça qu'il n'a pas de micro. Je sais pas ce qu'on dit. Bah, en fait, on a nous- chacun des savoir-faire hein, aussi. Moi, je vais c'est- travailler pas mal en amont. Fabrice, il va bosser sur pas mal les aspects visuels et tout ce qui va être le coaching et les aspects psycho qu'il connaît bien. Axel, il s'occupe de drôlifier, rendre accessible, supportable, digeste tout le marasme intellectuel que nous pondons. Voilà, en fait, on a chacun vraiment des spécialités qu'on combine et je crois qu'aujourd'hui, on commence à assez bien savoir cohabiter, même si des fois, c'est évidemment pas facile comme dans toutes les équipes, hein. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, ça râle, des fois, on n'emploie pas les bons mots, mais bon, ça fait quand même quelques années qu'on bosse ensemble et je crois que ça commence à être fonctionnel. Oui, puis on a un cadre. Enfin, mine de rien, tout ce qu'on raconte dans Et tout le monde s'en fout, c'est des choses auxquelles on croit, et donc notamment on parle de bienveillance et d'intelligence collective, et donc c'est dans notre ADN, j'ai envie de dire, donc forcément, j'imagine que ça se passe mieux, en tout cas il y a un terreau pour que ça se passe mieux que si on n'était pas passionné par tous ces sujets de psycho en fait. Donc, en tout cas pour parler de moi, parce que c'est le sujet que je maîtrise plus, moi j'ai réussi à trouver ma place après beaucoup de sentiments d'imposture, parce que moi en plus je suis le visage à la base et tout le monde s'en fout, donc évidemment les gens et continuent des fois de penser que je suis tout seul, et donc quand tu as déjà un petit syndrome de l'imposteur, parce qu'en plus moi j'étais pas comédien à la base, donc il y a plein de choses qui ont nourri ça. Et quand les gens viennent te dire ah merci pour ce que tu fais, c'est trop bien et tout, t'es là genre non non mais c'est pas moi, c'est pas moi. Et en fait donc j'ai eu une période de non non c'est pas moi, de rejet total et de dire non mais en fait moi je ne suis rien, je ne suis qu'une merde, tout ça machin, vous croyez que je suis quelqu'un que je ne suis pas.
Donc ça c'est bon, j'ai dépassé ça. Et je pense que chacun a trouvé sa place. C'est ce qu'on se dit souvent et on le remarque, hein, c'est que si jamais il y en a un des trois qui est pas là à l'écriture ou qui est moins là, ou enfin l'épisode est moins bien. Ça c'est clairement il y a un truc, il y a on est dans un équilibre qui vacille de temps en temps et qui va d'un côté ou de l'autre. Et en tout cas, s'il y en a un des trois qui est pas là, ça ne fonctionne pas. Le projet n'est pas le même. C'est pas que ah si, c'est que c'est moins bien. Ça fonctionne autrement, mais c'est mieux quand il y a les trois cerveaux, quoi. De manière générale, en plus, sur les sujets qu'on choisit, on est assez d'accord, enfin, ils s'imposent assez vite d'eux-mêmes, hein. On a assez rarement de litiges sur de quoi on parle et qu'est-ce qu'on veut dire, parce qu'il y a quand même une trame logique, hein, qui se dégage du début à la fin, dès tout le monde s'en fout. C'est plus. En fait, souvent, je fais l'image d'une sculpture sur glaise qu'on ferait à plusieurs. Et donc au début, on a fait une espèce de tas de glaise et puis on l'a façonné de plus en plus précis, de plus en plus précis. Et aujourd'hui, c'est une sculpture avec déjà un style, une cohérence, une destination, une logique. Et donc assez vite, comment dire, la cohérence, elle s'est structurée maintenant. Et du coup, il est assez rare qu'on soit pas d'accord sur les sujets et qu'il y ait des grosses engueulades à ce sujet-là, quoi. Il y a rarement de grosses engueulades en vrai, hein. Ouais. Oui, Justement, sur ces 3 ans de vie commune et de projets communs, est-ce que vous vous rappelez tous les deux et tous les trois d'un sujet qui vous a vraiment écartelé entre guillemets, sur lequel vous êtes un peu fighté? Un sujet en lui-même, non, parce que les sujets, de toute façon, on les décide à trois. Le seul truc que j'ai en tête, c'est cet éternel sujet qu'on n'arrive pas à traiter. Et c'est même pas qu'on n'est pas d'accord, c'est on n'a pas encore trouvé le bon angle. C'est à la base, quand on a fait le truc avec Fabrice, moi je m'étais dit, oh, j'ai envie de parler de féminisme, de psychologie et de physique quantique, parce que c'est un truc qui m'avait retourné la tête. Et, euh, et c'est le seul sujet sur lequel on n'arrive pas à trouver, pas vraiment pencher dessus non plus, hein, mais c'est Marc Ah, qui nous a si, dit, mais si. les gars, ça. Si, ouais, c'est ça. Si, si. Si, on En s'est fait, ça veut penché rien, dessus, mais il y a ça veut trop rien dire d'entrées, en ça fait. veut rien, oui, c'est ça, ça veut rien dire de faire un épisode sur la physique quantique. Enfin, c'est comme dire faire un épisode sur la science, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, mais non, Voilà, on n'a pas eu vraiment de. on a eu des épisodes qui ont été longs à pondre, qu'on a mis Ouais. très longtemps, parce qu'on a essayé d'être méticuleux et de faire attention à ce qu'on disait, d'être très précis. Par exemple, la religion, on a mis une petite année, quoi, à le faire mûrir, à sortir ce qu'on voulait dire et compagnie. Ouais. Hem, il y a après, encore une fois, comme on disait, hein, il y a quand même un fil et une cohérence qui se tient. En fait, il y a assez peu de tension sur qu'est-ce qu'on dit. Si jamais il y a plutôt des divergences, c'est sur le comment on le dit, plutôt, je dirais. Oui, oui. Est-ce que sur le même principe, vous êtes déjà auto-censuré sur un sujet dédié? Non, non, Alors, YouTube s'en charge pour nous. alors c'est très juste, c'est très juste. Honnêtement, je crois qu'on s'est amusé à lister tous les pires sujets qu'on pouvait traiter sur internet. On a même un sujet sur la prostitution des mineurs, c'est dire, qui marche très Ouais. bien d'ailleurs. Et on n'hésite pas trop à y aller. Donc après, ça dépend de ce qu'on qualifie d'autocensure. On essaye de pas insulter les gens et on essaie de faire attention à être constructif dans ce qu'on dit. Donc parfois, oui, on peut avoir au début des opinions ou des énervements sur des sujets qu'on va modérer, mais je ne sais pas si c'est de l'autocensure. Je dirais pas ça. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez là? Tendant, Ouais, il y a ouais. un écho. Mais il y a un écho quand on Tu as un parle. casque, Fabrice, ou pas? Ouais. J'arrive. Et l'autocensure, c'est. Attends, Attends, je vais juste... Boris. C'est bon? Oui. Et l'autocensure, c'est plus on essaye d'être malin dans la manière de dire les choses, tu vois. Donc, en fait, autocensure, ça m'évoque quelque chose de, ok,
Jamais on s'interdira de dire un truc qu'on pense. En revanche, on fait attention de la manière dont on va le dire parce que si t'en viens à t'auto-censurer, ça veut dire que de toute façon, tu risques de pas être écouté. Et le but, c'est d'être écouté. Donc, c'est toujours l'idée de- La chance qu'on a, c'est que ce personnage est d'une mauvaise foi totale et dont la condescendance est l'arme principale et ce qui l'a fait connaître. Ça nous permet en fait de dire des choses assez frontalement avec du second degré, ce qui fait que c'est plus entendable. Donc le truc malin qu'on a fait dès le départ, c'est ça, c'est de choisir cette forme de personnage et cette forme de dialogue qui fait qu'on a moins besoin de s'auto-censurer. Et ça, c'est bien, pouvoir dire ce qu'on pense. Voilà, après, en fait, on s'est jamais auto-censuré sur les sujets, sur des informations et tout. Après, on se pose des cadres, c'est ça, et des limites. C'est plutôt sur l'intensité de ce qu'on dit, on est, comme je disais, voilà, on essaie de pas être insultant ou violent. Mais honnêtement, ben, ceux qui veulent aller parcourir la chaîne, vous verrez que on aborde vraiment frontalement tout un tas de sujets qu'on jugerait tabous dans l'espace public, hein. C'est même un peu une de nos marques de fabrique. Oui. Après, le truc le plus galère à chaque fois, c'est d'être le plus englobant et le plus inclusif possible. C'est-à-dire que, parce que si on parle d'un truc et qui est peut-être parfois dans un cas un peu très spécifique, on est obligé de passer par des généralisations, notamment par exemple je pense aux questions de genre, de sexe, et des fois on nous reproche de ne pas avoir parlé des transgenres, des trucs comme ça, sauf que le sujet s'y prête pas forcément, ou alors c'est un truc très spécifique. Et en fait, on se prend la tête à essayer d'être à la fois pas blessant, mais aussi de pouvoir parler de tous les cas. Mais en fait, ce n'est pas possible, Ouais, Inclusif. c'est juste impossible. surtout en 4 minutes, quoi. Donc, Et Axel, Marc Fabrice, c'était ma question justement parce que on est nous des enfants des années 80, donc on a connu le monde d'avant. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de bien-pensance qui justement est de plus en plus prégnante via le net, et que le diktat de 20, 30, 50, 100 personnes vont un petit peu influencer justement peut-être une éditoriale ou autre. Est-ce que vous pensez que sous couvert justement d'égalité et de bien-pensance, moi c'est l'impression, mais je veux bien vous entendre là-dessus, qu'on a moins de liberté d'expression qu'avant, justement. Parce que comme tu disais, Axel, aujourd'hui, n'importe qui se sent attaqué, touché, euh, parce que le jeu est tellement prégnant que si tu parles pas de moi, ça va pas, c'est pas normal, quoi. Je sais pas si ma question est Alors, claire. oui, 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 oui. si, très clair, très clair. J'ai toujours du mal avec ce terme de bien-pensance, en fait. Moi, j'ai une réponse à ça. Si vous m'entendez, ce serait un Fabrice, c'est miracle. parfait là. Waouh. T'entends, T'entends, ouais. Fabrice. Bonjour. Ouais, je reviens. En fait, oui, je trouve qu'on a toujours la même, pour l'instant, liberté de s'exprimer. Oui. Après, on n'est pas écouté de la même façon qu'avant. C'est plutôt ça. Et, euh, et ensuite de ça, moi, ce que je vois surtout, c'est que, qu'on le veuille ou non, parce que tout le monde s'en fout, fonctionne assez bien, on a un impact. Et donc les gens, au bout d'un moment, ils prennent dans la gueule ce qu'on dit peut-être plus que ce que pourraient dire d'autres médias qui, tout simplement, bah, ont moins de succès, en fait. Donc à partir de là, il y a aussi la question de la responsabilité de ce qu'on dit qui se pose. Ce qu'on fait, tout le monde s'en fout juste pour dire ce qu'on pense et balancer nos opinions à la tronche des gens, ou est-ce qu'on fait et tout le monde s'en fout pour essayer de transmettre une certaine façon de voir les choses, ce qui me semble plutôt la seconde option possible. Donc ça nous oblige dans ces moments-là, effectivement, à être le plus ouvert possible dans nos propos et dans notre écoute. Ce qui fait que, bah oui, deux, trois fois, on essaye quand même de penser aux autres aussi, hein, parce qu'on n'est pas juste là pour balancer des opinions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaye de faire la différence entre nos opinions et nos idées, et on essaye d'avoir plus d'idées que d'opinions. Et si je peux ajouter quelque chose, et tout le monde s'en fout, c'est une série aussi qui porte des engagements et qui a une ligne sur une vision de la société qui est claire et que certains n'aiment pas. Et dès le début, nous, on a assumé très clairement que au bout d'un moment, un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, on s'en fout, c'est quand même des gens qui voient, quoi. Et Voilà. du coup, on n'hésite pas aussi à porter des discours que d'aucuns qualifient de bien-pensants, mais qui correspondent, nous, à notre vision de la société. Et clairement, on utilise aussi notre chaîne YouTube pour avoir un impact, quoi. Notre objectif, c'est que les gens
puissent travailler sur eux-mêmes dans l'espoir qu'ils changent le monde et qu'on change le monde collectivement. Et c'est quelque chose qu'on a toujours soutenu depuis le début, c'est clairement affiché. Après, la question de la démagogie éditoriale à cause de la pression du public, c'est une question aussi un certain degré de professionnalisme. Hein. Quand j'étais journaliste, je recevais des messages des pressions beaucoup plus fortes et des messages beaucoup plus négatifs que de la part du public que ce que je reçois qu'en tant que créateur vidéo. Par contre, aujourd'hui, il y a une pression de ouf. C'est celle des algorithmes, c'est celle de YouTube et de Google, qui eux nous infligent des censures complètement arbitraires, hallucinantes, contre-productives et sur lesquelles malheureusement on peut rien faire. Et ça, par contre, c'est en train de changer la manière d'écrire et de qui est produire des invisible vidéos. pour le coup. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, c'est ultra dangereux. Notre dernier épisode qui s'appelle l'obéissance, probablement a été red flagué. Enfin, on sait qu'il a été red flagué parce qu'on s'est amusé de manière ironique à dire avertissement, ce contenu peut être subversif. Alors que c'est pas le cas, c'était juste de l'humour. Les robots, ni une ni deux, ils ont vu subversif, ils ont vu obéissance, voilà. Et on a eu pareil avec les saints, qui est un épisode qui parlait des algorithmes qui sont sur les saints. Évidemment, l'épisode a été déclaré à caractère pornographique, quoi. En même temps, ça flatte notre côté punk, hein, je dois reconnaître. C'est vrai. Les enfants rebelles en nous font ouais, qu'est-ce qu'il y a, on fait ce qu'on veut, on est red flagué. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant. Hein, parce que Ça, c'est merci le crowdfunding aussi. Hein. Ouais. Après, le problème d'être red flagué, c'est pas tant, c'est pas tant que les gens aiment pas la vidéo ou aiment la vidéo, c'est qu'en fait, ils mettent du temps à découvrir qu'elle existe. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Et Parce que les gens disent ne pas recevoir les notifications. En fait, la vidéo étant gênante pour les annonceurs publicitaires, elle est juste pas mise dans les propositions, quoi. Mais Après, alors que nous, on a mis de la pub en se disant, si on veut pallier au fait d'être moins visible, il faut qu'on mette de la pub pour que le vidéo soit mise en avant. Et parce qu'on a mis de la pub, celle-ci est moins mise en avant. C'est quand même ironique, quoi. c'est un peu le régime de Vichy quand même. Hein. Ouais, mais malgré tout, votre force, c'est le contenu. Ça prendra plus de temps, mais les gens le verront. Enfin, moi Oui, j'y crois beaucoup. c'est ce qu'on se dit. Ouais, Et toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dur de. Vas-y. C'est quoi la bien-pensance? Oui, moi aussi, j'ai ce terme à chaque fois. Je comprends pas ce que c'est que la bien-pensance. Là, Une on question pourra pour faire notre un débat avec, animateur. les gens dans la salle, mais la bien-pensance, ça pourrait se résumer sur ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice, c'est avoir une opinion sur tout et sur rien à longueur de temps, sans expertise, sans recul, et être plutôt sous le diktat de l'émotion et pas forcément de la raison. Et là, ça rend et je pense aussi rentrer dans l'axe de j'ai raison, pardon, et tu as tort. Et à ce moment-là, il y a plus de discussion possible, il y a plus de débat possible. Et la bien-pensance, pour moi, c'est ça. Et ça nous donne un espèce d'encéphalogramme plat qui, pour moi, est extrêmement dangereux. J'espère qu'on fait pas ça. En fait, on essaye. Alors peut-être qu'on n'y arrive pas, mais ce qu'on essaye de faire à chaque épisode, justement, c'est de sortir de la dualité. C'est-à-dire de prendre un sujet, de voir la position pour, la position contre, entre guillemets. Hein, je vous fais un schéma très rapide. Et justement, quel est le tiers point qui nous permet de sortir de cette dualité stérile, quoi. Donc, et par contre, on s'amuse avec les outils de la bien-pensance qui sont ceux, effectivement. Alors moi je trouve bien-pensance, du coup, correspond pas exactement à ce qu'on veut dire. C'est plutôt manichéisme ou dualisme. Ouais, Et ces notions manichéennes, évidemment, c'est des structures de nos cultures. On a été élevé comme ça à l'école, on est élevé comme ça par les médias, on est façonné. Et du coup, il y a un travail de déconstruction à faire à ce niveau-là. Et donc, on a intégré dans notre série, pour s'amuser, des éléments de cet ordre-là aussi. En fait, l'idée, c'est de proposer, si tu veux, des avis plus nuancés et de mettre un peu de complication, parce que là, on rentre dans un simplisme, ce que tu disais du manichéisme, qui est extrêmement dangereux. C'est en ce sens. Ça, on essaie d'allumer des mèches, des étincelles dans la tête des gens, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, pour qu'ils arrêtent de s'en foutre. Hein. C'est le principe, c'est le titre de la série. Et l'idée, nous, on n'est pas là en fait pour apporter finalement la lumière, une bonne manière de penser. On est là pour essayer de faire réagir, hein, de créer une sorte d'envie, de curiosité dans le meilleur des cas, ou d'envie de nous contredire en argumentant beaucoup à l'inverse.
on a été assez touchés, sincèrement, hein, quand des fois des créateurs ont fait des vidéos de 40 minutes pour décortiquer les nôtres en expliquant qu'on n'avait pas été précis sur le centilitre de flotte qu'on indique dans la vidéo. Et mine de rien, le type qui fait 40 minutes de vidéo à partir de notre épisode de 5 minutes, il a vraiment cessé de s'en foutre plus que n'importe qui d'autre. Et pour nous, du coup, c'est une réussite. C'est pour ça aussi qu'on laisse les commentaires et tous les commentaires. Si vous allez regarder par exemple les commentaires sous les vidéos qui traitent de féminisme, c'est les portes de l'enfer en fait. Mais bon, peu importe, encore une fois, le sujet n'est pas enterré et le sujet existe et évidemment qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Et comme dit souvent mon frère, remercions ces gens-là en fait, parce que c'est la preuve du fait qu'on est entendu et que si vraiment en fait on avait personne qui nous rentrait dedans ou qui venait râler, ça serait la preuve qu'en fait qu'on n'est pas entendu et que donc la série ne fonctionne pas, que le message ne passe pas. Donc en fait je me dis de toute façon, plus on va avancer, si ça se passe bien, plus on est entendu, plus on va se prendre des points de vue opposés. Et bah, c'est comme ça, hein. Ce qui compte encore une fois, c'est de pouvoir le dire. Et c'est le principe de la démocratie, de ne pas tomber dans l'uniformisation intellectuelle, parce que Oui. c'est aussi le danger. Mhm. Il y avait des questions du coup dans le public. Ludovic qui demandait est-ce qu'il pourrait y avoir une version théâtrale de vos vidéos, car je trouve que vos montages s'y prêteraient. Bah, ça Il y a existe. Il y a un spectacle qui tourne depuis septembre et qui va reprendre en septembre normalement. Mais oui, on a mis tout s'en fout sur scène. Spectacle d'une heure 10, en théorie, 1h30 dans les faits. En dehors de Paris, Et, si vous mettez. Bah, Alors, ça s'est joué pendant 3 mois à Paris, à Grand Boulevard. Et bah, il y a une tournée qui va recommencer normalement en septembre. Et il y a normalement, si tout va bien, en janvier, il y a 3 dates à l'Européen, pour l'instant à Paris. Et sûrement d'autres qui vont venir, mais oui, ça reprend à partir de septembre. Pour oui, trouver des c'est dates dans sur toute la Bordeaux. France, hein, vous inquiétez pas. Bah, en fait, on a commencé à Bordeaux, je crois. On a D'ailleurs, commencé à les Nantes. premières. À Nantes, ouais. C'est à Nantes, ouais. On est déjà passé, je crois, en tout cas, à Bordeaux. Bordeaux, ouais, Bordeaux, j'ai fait le Femina, c'était la C'était plus au grosse féminin, salle. d'accord. Ouais, c'était trop bien. En gros, si vous observez, on essaie de décliner le concept, donc d'adapter le concept, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment l'adaptation, c'est pas la reproduction de la série, mais sur tous les supports de communication possibles. On a commencé par Internet, après on a passé pour le bouquin, après on a fait le spectacle, là bientôt il y a un jeu qui va sortir, et après bah, il nous manquera plus qu'un film. Fabrice, pardon, le jeu, c'est de quoi ça parle? C'est quoi le jeu en fait, Bah, je tout vais laisser simplement. mon frère en parler parce que c'est lui qui a beaucoup mené pour le coup ce projet, donc je pense qu'il va beaucoup mieux parler de ça que nous. Bah, en fait, le jeu, c'est un jeu assez simple qui s'adresse, bah, comme la série, au grand public et qui a un peu la même fonctionnalité. Sauf l'idée, c'est de déclencher des débats, à refaire le monde autour de la table et de se donner des outils pour pouvoir alimenter ces débats et le travail de déconstruction que nous pensons. Qui fait du bien à chacun et voilà, et du coup vous allez voir, c'est un petit jeu léger, c'est pour l'instant pas un gros jeu, on en a un plus gros, un peu plus compliqué qui est aussi en réflexion peut-être pour l'année prochaine, mais là on va commencer déjà par un format jeu Jeu rigolo, d'apéro. autodérision et où on apprend des choses en rigolant, quoi, un peu le même principe que la série. Ça sera de En gros, ça. l'auto-édition du coup? Non, Pardon? non. C'est First Edition qui nous. Ouais. C'est First Edition? Notre éditeur qui Oui, c'est fait First, déjà nos ouais. bouquins en fait, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Ah, c'est un jeu de cartes dans lequel il faut gagner des cookies quand on donne des bonnes réponses. Voilà. Une carte punchline, tout ça. Justement, dedans, on s'amuse à prendre en dérision cette guerre des social justice warriors qui veulent toujours avoir raison et qui sont capables de faire des nuits blanches pour ça, quoi. Après, un petit détail important, c'est qu'à la base, et tout le monde s'en fout, c'est l'histoire d'un youtubeur. Donc évidemment, le personnage de Lexas, c'est une caricature de youtubeur. Et il représente et il porte sur lui, en fait, un peu tous les défauts que nous, on a cru voir chez les autres youtubeurs, dont la condescendance, le côté professoral, le côté moi-je, le côté qui passe son temps à proférer que ça sert à rien d'avoir raison, mais qui en même temps veut avoir tout le temps raison. Donc, faut bien comprendre que Tout le monde s'en fout, c'est à la fois un truc de documentation, oui, d'accord, avec un fond réel et ses sourcils, mais il y a aussi une fiction derrière qui a pour but
que la série s'auto-regarde et s'auto-critique elle-même, hein, parce qu'elle parle elle-même de la façon de faire du YouTube aussi. Et c'est pour ça que si vous observez de façon en filigrane, au fur et à mesure des saisons, le personnage de Lexa, il évolue. Et donc, il apprend au fur et à mesure et il apprend en fait à évoluer, à modifier ses défauts et à modifier son discours. C'est vraiment une idée qu'on a eue depuis l'origine des Tout le monde s'en fout. C'est pour ça que souvent ça mindfuck un peu les gens parce que les gens sont habitués en fait à voir sur les vidéos YouTube des gens qui se filment eux-mêmes dans leur maison et qui engagent leur propre identité dans leurs vidéos. Tandis que nous, bah, on met un personnage fictionné qui les caricature tous. Donc évidemment, il y a des fois, mais on joue avec ça, le personnage se contredit lui-même. Donc il y a le fond de ce qu'il dit et la façon dont il le dit. Et il y a des gens qui le prennent au premier degré. Et souvent, là, il y a une incompréhension qui peut se créer. Après, bah, c'est un choix, c'est un parti pris hein, qu'on a pris depuis le départ, presque, on va dire, artistique. Et puis ça fait la sélection naturelle avec les gens qui ont de l'humour et les gens qui en ont moins. Du coup, voilà. Ça Il y a fait Marie. partie. Pardon, vas-y. Ouais, non, je disais simplement effectivement que les gens le prennent au premier degré et que ça leur retourne la tête et qu'ils s'énervent, pareil dans des post-fleuves, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie du jeu et on l'accepte. En fait, si tu vois, le personnage de Lexa, il est construit autour d'un mécanisme de psychologie qui s'appelle l'ombre. Et en fait, c'est un personnage qui va s'autoriser à l'écran tout un tas de choses que normalement tu t'interdis, comme par exemple de manger la bouche pleine, ou de couper la parole aux autres, ou d'humilier les invités qu'il y a dans les épisodes en parlant par-dessus eux, etc., etc. Donc évidemment, c'est fait pour les mécanismes de l'ombre en fait en psycho, ça déclenche en fait chez les gens soit du rejet, soit de la fascination. Ok. Et on a utilisé en fait ce mécanisme pour créer ce personnage de façon justement à pouvoir attirer l'attention parce qu'encore une fois, le but c'est pas qu'on soit d'accord ou pas avec nous, c'est juste qu'on s'intéresse au sujet dont on parle. Donc on s'est dit ok, si on crée un personnage comme ça, on va pouvoir déclencher ce mécanisme dans la tête du public et donc attirer l'attention sur le fond et sur le sujet. C'est pour ça qu'on a pris cette direction en fait. Après c'est un pari un peu gonflé mais ça fonctionne plutôt bien. On avait une question, messieurs, de Marie Ouais. il y a déjà quelques minutes sur comment est arrivé Solveig dans l'équipe et quel est son rôle. Bah, c'est un casting à la base, Solveig. Donc Oui. très vite dès la première saison, on a pris conscience bah, du fait qu'il n'y avait qu'un homme blanc cisgenre à l'écran, hein, que ça se voyait quand même beaucoup. Et on s'est dit bon, il va falloir quand même être raccord avec tout ça. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des sujets qui étaient plus pertinents et même plus disruptifs si on les mettait dans la bouche d'une femme que d'un homme. Par exemple, c'était plus intéressant de mettre dans la bouche d'un homme un sujet sur les femmes et c'était plus intéressant de mettre dans la bouche d'une femme un sujet sur les hommes, en fait. Ça crée des points de vue différents. Et puis ensuite de ça, bah, la première épisode et tout le monde s'en fout, c'est sur les femmes, donc quand même ça met un axe, on va dire, idéologique aussi, hein, qui a pour but de dire que bah, on aimerait bien être dans une société dans laquelle il y a une égalité en fait des genres. Et on s'est dit très vite que on pouvait commencer à utiliser l'espace qui est d'expression, qui est tout le monde s'en fout, pour commencer à introduire en fait des personnages féminins à l'intérieur en fait. Et du coup, bah, le rôle de Solveig, c'est d'être la sœur de Lexa, c'est surtout ça. Et elle est là aussi dans l'histoire pour créer un contrepoids, c'est-à-dire que c'est parce que son personnage féminin est apparu dans la série que normalement le public a pu comprendre qu'il y avait vraiment une conscience de ce qu'on faisait derrière, parce qu'elle est là pour confronter Lexa et lui dire régulièrement mais t'arrêtes de parler aux gens comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est là pour le contredire, et en fait elle le met face à ses propres contradictions et ses propres limites. Donc à la base, le personnage, sa première fonction, on va dire dramaturgique, c'était surtout de confronter le personnage de Lexa pour qu'il puisse évoluer. Ensuite de ça, politiquement, bah, c'est juste pour qu'il y ait une parole féminine qui puisse exister à égalité dans les Tout le monde s'en fout. C'est aussi comment dire, effectivement un personnage qu'on s'est amusé à essayer de penser comme un personnage féminin déconstruit, c'est-à-dire qui est pas sexualisé et qui Oui. va prendre les spectateurs à revers des idées reçues parce que c'est elle la geek, c'est elle qui a la compétence technique, elle a tout un tas, voire des fois la compétence physique même par rapport à son frangin, et du coup elle a tout un tas de caractéristiques qu'on dirait masculines, classiques dans les histoires de d'habitude, et voilà, nous on s'est amusé aussi à utiliser ce personnage pour créer du contraste et aller casser les idées reçues
des spectateurs, quoi. Et après, pour finir, si vous voyez, dès la saison 1, épisode 3, il y a un épisode qui fonctionne très bien depuis, qui s'appelle Les émotions et qui donne un peu une direction à toute la série. Et donc, au fur et à mesure du temps, pour construire les personnages de leur caractère, on s'est vraiment fondé sur les 4 émotions principales. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs tous un sweat d'une couleur qui représente ces émotions en question. Et Solveig, donc le personnage de Zoé représente l'émotion de la tristesse, mais pas au sens. En fait, ils sont pas incarnés dans le sens. C'est pas parce que c'est la tristesse que le personnage doit être triste. Ce que je veux dire, c'est que la tristesse, par exemple, le message de la tristesse, c'est je suis disponible pour du renouveau. Et si vous observez le personnage de Solveig, elle est tout le temps disponible pour du renouveau. C'est un personnage qui a une très très grande capacité à passer à la suite. Contrairement à son frère qui est toujours accroché en fait sur des valeurs qui disparaissent et donc il est tout le temps en colère. Ensuite ça vous avez le personnage d'Hugo qui est un personnage qui a tout le temps peur et parce qu'il a tout le temps peur il est très très cool. Il trouve qu'il n'y a pas de problème, mais non il n'y a pas de souci, oh là là le réchauffement climatique c'est pas grave, vas-y je mange des hamburgers mais calme-toi. Et ça c'est des réactions souvent de personnes qui en fait sont très vulnérables et très sensibles. Et pour terminer vous avez le quatrième personnage qui est celui de Lucie qui représente la joie. Et donc évidemment, il y a un truc qui se construit au fur et à mesure des 4 saisons pour en arriver normalement à une conclusion. Pour le personnage de Lucie, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est justement, elle apparaît dans le premier épisode de la saison 4 qui a été un peu invisibilisé. Donc, si vous ne connaissez pas ce personnage, allez voir le nouvel épisode et tout le monde s'en fout. Et partager. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans les prochains mois? On a vu qu'il y avait les spectacles. On croise les doigts pour vous qu'à partir de septembre, vous puissiez retourner sur les planches, les nouveaux projets. Est-ce qu'il y a quand même un petit truc derrière la tête là qui... Ah Bah oui, bah tu oui, crois, quand même. on n'a pas glandé pendant le confinement, hein, on a bossé. Ah, Hein. Vous voulez un scoop? on veut... Ouais, pourquoi pas? Ouais, tu vois, pourquoi pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de dire. On peut vous dire qu'on essaie de travailler aussi sur autre chose, que tout le monde s'en fout en parallèle maintenant pour essayer de développer une autre série. Je peux pas vous en dire plus parce que bon, pour l'instant, on construit le truc, on cherche le pognon, tout ça, donc c'est pas évident, mais en tout cas, on y pense. Ouais, va y avoir du renouveau. C'est ça, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on soit disponible pour du renouveau. Ouais, c'est vraiment ça. Et ensuite de ça, bah, on continue à décliner et tout le monde s'en fout sur différents supports. Donc, vous faites la liste des supports, vous regardez ceux qui manquent et vous voyez le futur. Fabrice, on est clairement dans la démarche transmédia. Dans la culture geek, il y a un Ouais. collectif qui est très reconnu pour ça, c'est les Noobs avec la maison d'édition Olydri. C'est le principe pour vous aussi, justement, c'est de pouvoir aller étudier, étendre le champ des possibles? Tout à Oui, fait. ouais, complètement. L'idée, on essaie de faire tout ce que les opportunités nous offrent, quoi. Et depuis le début, comme on disait, on est dans un bonus stage et on essaye de faire durer l'étoile au max. Et on sait que ça va s'arrêter à un moment donné, mais là, tant qu'on arrive à taper des cases avec des points d'interrogation pour prendre des champignons, on continue, quoi. On continue, c'est Bah, vraiment ce qui est fou, c'est que jusqu'ici, en vrai, à part la série en elle-même, tout le reste, c'est l'extérieur qui nous le proposait. Le bouquin, on nous a appelé pour le faire. Le spectacle, on nous a appelé pour le faire. Le jeu, pareil. Donc, on est plus que dans un bonus stage. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à démarcher pour l'instant. Donc, on prend tout ce qu'on peut faire. Des fois, on dit oui. Et des fois, on se dit, il faudra peut-être qu'on apprenne à dire non. Parce que sinon, on dort plus. Donc, ça aussi, on peut nous le souhaiter. C'est d'apprendre à prendre notre temps aussi. Tu vois, c'est un truc qu'on apprend petit à petit. Mine de rien, ce confinement nous a, enfin moi en tout cas, hein, m'a fait beaucoup de bien en termes de repos physique, quoi, juste et mental. Enfin, je dis pas que ça m'a empêché un burn-out, mais disons que ça m'a permis de me rendre compte que mon corps faisait oh stop, arrête, je suis quand même, assieds-toi et ta gueule, voilà, juste 2 secondes. Mm. Donc voilà, ça m'a permis de me Pour reprendre, ressourcer pour la suite. j'ai vu passer un commentaire qui disait est-ce que vous faites des conférences universitaires? Donc oui, dans l'absolu. Oui. Universitaires ou pas, des conférences, on en a déjà fait beaucoup. Marc s'est même déplacé à travers le monde hein, pour aller faire des conférences sur Et tout le monde s'en fout, ce qui est quand même dingue. C'était où? Euh, On a, bah justement, il y a l'université d'Avignon 1 qui a fait toute une année de séminaire en infocom sur la série. Enfin, que la série a été comme support de mémoire par un groupe universitaire. Et donc, il y a eu ça. Et puis, on est allé en Finlande
Pour Au On est parler allé Canada. à l'ONU aussi, on est allé. On oui, est allé au à Canada, l'ONU quand l'ONU, même. au Conseil de l'Europe aussi. Ça, Ouais. c'était assez dingue. C'est sans limite. On est allé au Canada aussi. Ouais. En gros, on va partout là où on nous invite, hein. C'est assez simple. Quand on nous dit vous voulez venir, on dit ouais. Et donc voilà. Et comme on est trois, bah, ça permet d'être partout. Parce que quand il y en a un qui peut pas, l'autre y va. Oui. Voilà, et pour l'instant, effectivement, ça nous a emmené vraiment beaucoup plus loin que n'importe quelle autre activité dans notre vie. Bah, Mais de techniquement, ouf. Axel est allé le plus loin possible sur la planète, puisque t'es allé c'était où, en Polynésie? Mais c'est ça. Je suis allé à Nouméa, en Voilà, Nouvelle-Calédonie. pour un festival geek aussi, justement. Génial. Absolument. Voilà. Mais les festivals geeks, c'est l'avenir, hein. Ouais. Voilà, donc YouTube, On le ça croit paye depuis pas 20 ans. toujours le loyer, mais ça fait voyager par contre, ça C'est c'est sûr. clair. Messieurs, on arrive au bout de nos échanges. Moi, j'avais une question un peu plus triviale, mais c'est quoi la référence geek là pour chacun d'entre vous, un peu ultime? Si référence geek il y a. Ouah, il faut en Pouah. choisir qu'une. Oh là là, c'est Ok. impossible. Il y en a Ah, trop. Oh là là. Oh là là. La référence geek ultime. la référence geek. Moi, Ouais, le c'est la geek à question à la l'intérieur con, de je suis moi, désolé. c'est un geek heroic fantasy en fait. Mais c'est malgré moi, hein. Mais je sais que le geek à l'intérieur de moi, il penche vers l'heroic fantasy, vers le jeu de Juste rôle. parce, ouais. HeroQuest Ah, Oh, grave! j'avoue. des années Tellement, 90. tellement. Warhammer J'avoue. Quest, même. Ouais, Moi, je vais dire Beetlejuice, mais vraiment juste parce qu'il faut en choisir un. Dis Génial. Beetlejuice. ouais. Tout ce qui est de Warhammer, ça nous a bien pétri. Tolkien, hein, si on doit remonter aux Tolkien, bah origines. oui, hein. Tolkien, forcément, hein, s'en est toujours pas remis. Est-ce qu'il y a une Voilà. dernière question dans le public? Si, on a Ludovic qui nous demandait justement sur votre avis sur le virtuel. Est-ce que vous pensez que ça peut être une forme d'avenir justement dans l'événementiel et J'espère que non, franchement, pardon, mais c'est génial, c'est drôle, c'est rigolo, mais non, j'ai envie de vous voir en vrai. Enfin, bien sûr. j'ai envie Non de mais me ça on est d'accord. déplacer dans l'espace. Je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas rien que ça? Je suis en PLS depuis tout à l'heure, donc je sais pas. Et Axel, moi je te donne juste notre avis parce que en fait si tu veux nous l'idée c'était de proposer une alternative parce que ça fait 20 ans qu'on propose des événements en France et on ne voyait pas, enfin on voulait continuer à proposer quelque chose. Ce que nous a permis le virtuel justement c'est d'abolir les frontières. Hmm. Donc il y a des conférenciers qui ont pu venir ce week-end qu'on n'avait jamais réussi à avoir parce que les kilomètres, la fatigue, le train, la famille, que Ouais, sais-je. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il y a aussi quelques intérêts. Et puis après, ce qu'on est en train aujourd'hui, nous, de calculer ce week-end, c'est l'impact carbone entre l'événement physique Hmm. et cet événement en 2020. Donc avec la Chair Reset et Enedis, on a plusieurs équipes qui vont travailler pour faire un comparatif, voir du coup ce que ça a donné. Donc nous, on te rejoint à 200%, les équipes Ouais, bénévoles et ok, mais professionnelles, je vois on l'idée. a trop envie de retrouver tout le monde. Mais on voit aussi que le virtuel, ça a permis un peu, vous parliez tout à l'heure d'ouvrir les chakras et d'élargir un peu les horizons, ça permet de faire venir aussi des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'avoir. Bah, Ouais, ça notamment vous, j'entends par bien. Ouais, exemple. ouais. Moi, je dirais que ça m'a, en fait, en dehors des bénéfices de ressenti, ça m'apparaît comme un outil qui va être indispensable juste pour des questions de nombre et d'état écologique de la planète, évidemment. Là, on Moi voit aussi, ouais. aujourd'hui se croisent les questions effectivement de l'impact carbone des événements d'une manière générale et du déplacement des individus, et aussi les questions de dangerosité sanitaire avec l'épidémie. Dont on n'est même pas sorti, et il est évident, à mon sens, que puisque la population humaine va continuer de croître encore jusqu'à 10 à 12 milliards de gens, que pour des raisons techniques, il sera beaucoup plus difficile de se déplacer. Se déplacer va devenir de plus en plus cher. On voit d'ailleurs que l'architecture aujourd'hui, elle se construit beaucoup en hauteur. Il y a Verticalité, quasiment ouais. des petites villes quoi, qui se créent dans des immeubles gigantesques, Hmm. dans des énormes centres. Et du coup, ces outils virtuels, ils vont nous permettre aussi de profiter des musées, de profiter de tout un tas de choses. C'est déjà le cas d'ailleurs, hein, sans dégrader les œuvres, et parfois avec peut-être un plaisir ou plus de tranquillité que ce qu'on pourrait faire en vrai. Moi, j'ai testé les casques de VR et c'est quand même C'est la extrêmement folie. impressionnant, hein. C'est Folie. vraiment fabuleux, mais effectivement flippant aussi, parce que derrière, c'est vrai qu'il se dégage presque cette évidence qu'à un moment donné, nous allons vivre de plus en plus sédentaires, mais vraiment sédentaires au sens Mm. où on pourra vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois sans bouger du tout de son appartement.
On va C'est déjà mourir. possible. On va mourir. Et on a Ready Player One de Spielberg, hein, qui a 2 Ouais. ou 3 ans, qui était à la fois un film cool, un peu la Madeleine de Proust, mais c'est fait super flipper, ça on est bien C'est d'accord. déprimant, c'est déprimant en soi. Ouais. Moi, je trouve pas que c'est pas le VR le problème, c'est les humains qui s'en servent en fait. Encore une fois, l'outil en soi, il est fantastique. Le problème, c'est de tout transformer, de partir encore dans l'excès là-dessus. Ce qui pourrait être sympa, par exemple, ça serait au contraire qu'il y ait une espèce de monde virtuel dans lequel on peut se connecter entre geeks si on a envie, dans lequel on se balade, et puis quand on fait des festoches, on se voit en vrai. Un peu Exactement. comme quand on joue à World of Warcraft, hein, on fait des IRL, tout ça. Oui, c'est Après, ça. En pour ce qui est fait, de l'impact carbone, je suis pas sûr que les conventions et les, enfin tout ce qui est de l'ordre, enfin c'est vraiment un avis subjectif, hein, mais pour moi c'est pas dans la culture qu'il faut taper en premier. Toi, il y a tellement d'autres secteurs qui sont pires et qui sont moins importants pour moi. Après, mais c'est vraiment Mais parce que comme je Axel, le ouais, vois. mais Axel, vous parlez tout à l'heure de l'impact personnel, tu sais, se changer soi pour changer le monde. Nous, à notre très petit niveau, c'est de se dire, un BGF l'année dernière, c'est 63 départements représentés, c'est 35 000 personnes, donc ça vient de partout, train, voiture, etc. Donc il y a forcément un impact à un moment ou à un autre, quoi. Et c'est vrai que Ouais, non, mais je plus sois, hein, d'un sens je plus cette sois, espèce mais au fond de moi d'hybridation, je. ça peut permettre de Ouais, c'est peut-être vrai, c'est vrai. mais peut-être, hein, parce que Ludovic nous met les serveurs, etc. Oui, Ludovic, c'est ce qu'on est en train de faire cette année, comparer les deux pour voir s'il y a une réalité ou pas. Hein. Si on Bien oui, sûr. voilà, parce que effectivement, faut voir en 2025, on estime qu'un cinquième de toute l'énergie mondiale sera consacré à soutenir la superstructure informatique du monde, et c'est en train de monter de manière exponentielle. Donc il y a aussi effectivement à avoir un gros regard là-dessus. Mais d'ailleurs, même à ce niveau-là, dans la série, on va essayer de faire quelque chose. Vous verrez, il y aura peut-être une surprise. Marc, c'était ma dernière question. Moi, je voulais vous entendre sur justement, comme vous, on se base aujourd'hui sur le numérique et le transmédia. Comment est-ce qu'on peut se dire, on sait toutes et tous que demain c'est la sobriété qui potentiellement va nous sauver par le principe de la low-tech ou autre. Comment est-ce que vous vous dites, on peut envisager vos activités en se disant, il va falloir quand même faire montre de sobriété, réduire ma consommation de vidéos, etc. Comment vous voyez cette équation-là qui Le, passe un peu pour le coup? Le cœur de notre activité, c'est alerter, pour faire simple, alerter les gens sur le fait qu'on est en train de faire collectivement n'importe quoi. Donc j'espère que dans une société qui sera sobre, nos vidéos, elles tourneront dans un musée et les gens, ils viendront voir ça en disant: «Oh mon Dieu, c'est complètement archaïque, ils avaient vraiment besoin qu'on leur dise ça à l'époque». Et pour moi, le jour où la société sera sobre, on sera en train de faire autre chose, d'écrire des autres histoires sur d'autres supports, mais ce sera pas «et tout le monde s'en fout» sur YouTube. Et tout le monde s'en fout sur YouTube, c'est un acte de piraterie qu'on a fait. On a décidé de se connecter au pire tuyau possible, qui ne répond pas d'ailleurs à nos idées ni à nos valeurs, parce que on sait que on pouvait, dans ce tuyau, mettre nos idées et toucher beaucoup Dieu. On s'est dit souvent pour rigoler, si on pouvait avoir 5 minutes avant le JT de TF1, venez, on le fait, quoi. Et si on nous laisse dire ce qu'on veut, on y va, on s'en fout. Parce que notre objectif, c'est voilà, de remuer un maximum de cervelle. Donc, en vrai, on est tout à fait conscient que YouTube fait partie du problème, que la consommation compulsive de vidéos, qui est notre système économique, fait partie du problème, et du coup, on sait très bien que dans une société sobre, nous n'existerons pas sous cette forme. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a écrit un livre, 2 livres, pardon. Que j'allais dire. Qu'on continue à décliner, la réponse c'est décliner sous ces différents supports. Moi, si un jour il n'y a plus de cinéma, je ferai des spectacles de Guignol, il n'y a pas de problème. Si vous regardez d'ailleurs, et tout le monde s'en fout, c'est un spectacle de Guignol en termes de réalisation. Hein. Vous avez un Muppets, le cadre il bouge pas, vous avez un petit théâtre et il se balade dedans. Donc, Je suis pas ta marionnette, d'accord? En tout cas, on pourrait reproduire et tout le monde s'en fout en spectacle de marionnettes assez facilement, pour le coup. C'est vrai. Messieurs, on arrive au bout. Je voulais vraiment vous remercier parce que nous, à notre petit niveau, on a toujours essayé aussi de favoriser les têtes bien faites et pas bien pleines. Et puis le fond et la forme, parce que ça fait 20 ans qu'on pousse la culture geek dans toute sa globalité et qu'il y a des rencontres assez extraordinaires. Et moi, vous faites partie des gens qui pensent justement arrivent à créer un changement au niveau de la société. On revient sur le principe du colibri, chacun sa part. Et pour le coup, vous la faites. Donc merci pour tout. C'était Bah, hyper merci à vous. intéressant. Avec Merci plaisir, à On a vous. passé merci à un vous. bon moment. Messieurs, je vous convie officiellement, si vous le souhaitez,
au BGF 2021. Voilà, si vous êtes dans les parages, ça sera avec grand plaisir. Et puis évidemment, Avec si vous êtes plaisir. sur Bordeaux, faites Avec aussi. plaisir. Très Vous pouvez volontiers. applaudir avec un petit F4 à l'ancienne. Ouais, Messieurs, ça marche pas, moi. À très bientôt. Salut. Bye, merci. Salut.